Bonjour à tous. Alors, Pierre Virion a été une découverte pour moi il y a 5-6 jours quand je vous avais lu quelques extraits sur Patreon. J'ai décidé de refaire une nouvelle vidéo parce que le micro que j'utilisais n'était pas top. Et puis, j'ai décidé de vous faire une fiche de lecture de son ouvrage Bientôt un gouvernement mondial. Et je vous ai fait aussi des fiches de lecture pour ses autres ouvrages, ceux que j'ai trouvés néanmoins. Pourquoi? Parce que cet auteur est trop important et on a tendance à faire passer ces auteurs dans les oubliettes parce que soi-disant catalogués extrême droite, mais très bien renseignés. Moi, je connaissais des gens comme Henri Coston, c'était des très bons auteurs. Et ce Pierre Virion, là je vais vous résumer un livre qui a été écrit initialement en 1965. Donc vous imaginez, la concurrence entre guillemets qu'il avait à l'époque, c'était seulement William Gaillard au Canada, peut-être Myron C. Fagan aux États-Unis, qui parlait déjà des Illuminati, du CFR, et qui enregistrait certaines de ses conférences sur vinyle. Ils sont très rares aujourd'hui, mais c'était des gens qui étaient des pionniers. Et voilà, pas grand monde d'autres qui parlaient de ces choses-là à l'époque. Le père Régimbal au Québec, il n'est venu que peut-être à la fin des années 70, début 80. Donc ce Pierre Virion, pour moi, une découverte. Et je veux vous le faire découvrir aussi. Donc ces fiches de lecture, je les fais pour un public restreint sur mon Patreon. Elles sont disponibles là-bas. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la description ou en commentaire. Et je trouve que ça vous permet d'avoir accès à un digest de ses œuvres et en gagnant du temps. Là, par exemple, cette fiche de lecture, elle fait 29 pages, là où l'ouvrage en fait plus de 300, si je me souviens bien. Donc que vous soyez étudiant, historien, simple curieux, voilà. Ça fait gagner du temps, surtout que je vous mets les pages concernées dans l'ouvrage pour chaque section. Donc, vous voyez comment je structure, je vais faire une plus belle mise en page, mais comment je structure ma fiche de lecture, le titre et contexte, résumé général, j'analyse les sections principales, ensuite je vous parle de la méthodologie de Pierre Virion, ensuite résultats et conclusions, points forts et limites du livre. En fait, on essaie d'être parfaitement objectif. Les perspectives, une petite conclusion générale, et ensuite, je fais un résumé détaillé de chaque section. Et essayer de vous dégager clairement les axes de lecture. Donc je vous propose de commencer directement par les résumés de chaque section. Donc résumé de l'introduction. L'introduction présente l'idée du gouvernement mondial en expliquant que, bien que beaucoup en parlent, peu en comprennent la véritable nature. Virion insiste sur le fait que les véritables protagonistes de cette idée se cachent derrière une forme de secret bien gardé, accessible uniquement à certaines élites. Il décrit la haute synarchie comme un projet visant à exercer une domination universelle par le biais d'un gouvernement global, présenté sous des apparences humanistes, mais qui, selon lui, dissimule des ambitions beaucoup plus sombres. Le texte souligne que ce projet mondialiste est souvent présenté comme une avancée pour le progrès et la paix, entre guillemets, mais Virion critique cette vision, en la qualifiant de manipulation destinée à habituer les masses à une forme de contrôle universel. Donc, vous l'avez compris, une petite parenthèse, cet ouvrage, la première édition, est sortie en 1965. 2. Une vision de notre monde chez les Rose-Croix du XVIIe siècle. Dans cette section, Virion retrace l'origine idéologique du mondialisme en remontant à la fraternité des Rose-Croix du XVIIe siècle. Il explique que ces sociétés secrètes étaient à l'origine de certains idéaux de gouvernance mondiale basés sur une vision mystique et occulte du pouvoir. Les Rose-Croix cherchaient, selon l'auteur, à créer une république universelle en unissant toutes les nations et les religions sous une seule autorité spirituelle et politique. Virion souligne que cette idée de gouvernance mondiale a traversé les siècles,
influençant les sociétés secrètes comme les Illuminés, et plus tard, des organisations plus modernes. Il décrit la philosophie synarchique, où un pouvoir caché et élitiste contrôle les institutions visibles. L'objectif ultime des Rose-Croix, d'après Virion, était de former une super-église qui régenterait tous les cultes et les mœurs sous une apparence de diversité internationale, mais toujours dans le but de subvertir l'Église catholique. 3. Le Congrès de Vienne et la Sainte Alliance. Cette partie examine le Congrès de Vienne, 1814-1815, et son rôle dans la mise en place de la Sainte Alliance, une coalition des monarchies européennes visant à rétablir l'ordre après la chute de Napoléon. Virion y voit une tentative des puissances européennes pour restaurer la chrétienté en Europe face aux idéologies révolutionnaires qui menaçaient l'ordre social établi. Cependant, il estime que ce projet, bien qu'officiellement chrétien, était infiltré par des forces occultes et secrètes, notamment la franc-maçonnerie. Virion présente la Sainte Alliance comme une tentative de stabiliser l'Europe, tout en notant que cette initiative a été manipulée par des cercles ésotériques pour servir des ambitions mondialistes visant à établir un ordre politique et spirituel supérieur. 4. Les révolutions de 1848. Virion aborde les révolutions européennes de 1848 comme une série de soulèvements qui ont bouleversé l'ordre établi dans plusieurs pays européens. Il voit dans ces événements non pas simplement des révoltes populaires, mais plutôt les résultats d'une conspiration orchestrée par des sociétés secrètes, notamment des groupes liés à la franc-maçonnerie et aux Illuminés. Ces révolutions sont selon lui une étape importante dans l'avancement du projet de gouvernance mondiale, cherchant à affaiblir les monarchies chrétiennes en Europe et à favoriser l'implantation d'un nouvel ordre politique plus compatible avec les ambitions mondialistes. Virion perçoit ces événements comme des attaques coordonnées contre l'autorité traditionnelle et il met en garde contre les forces qui tirent les ficelles en coulisses. 5. Un article du Globe au Congrès de Paris, 1849-1856. Cette dernière sous-partie se concentre sur un article publié dans le journal Le Globe à l'occasion du Congrès de Paris, tenu à la fin de la guerre de Crimée, 1853-1856. Cet article, selon Virion, reflète la montée en puissance d'idées mondialistes dans le discours public. Le Congrès de Paris est présenté comme un moment clé dans l'avancement de la gouvernance mondiale, où des discussions diplomatiques masquent en réalité des intentions plus profondes de réorganiser l'Europe et le monde selon des principes synarchiques. Virion suggère que des forces occultes utilisent ces événements pour pousser l'idée d'une fédération mondiale sous couvert de diplomatie internationale, tout en renforçant des structures de pouvoir invisibles mais puissantes. À présent, donc résumer la première partie vers le gouvernement mondial. Chapitre 1. Élaboration du système. Ce chapitre introduit la création du système mondialiste qui, selon Virion, est en préparation depuis plusieurs siècles. Virion explique que ce système ne s'est pas élaboré de manière spontanée, mais est le fruit d'un plan soigneusement orchestré par des groupes occultes, en particulier la franc-maçonnerie. Il présente ces groupes comme les architectes d'un projet global visant à unifier le monde sous un gouvernement unique. Le projet est défini comme une confluence d'idées politiques, religieuses et ésotériques, qui cherchent à renverser les structures traditionnelles pour établir une gouvernance mondiale fondée sur des idéaux universels et synarchiques. La démocratie universelle, un prophète ? Dans cette section, Virion critique la notion de démocratie universelle, qu'il considère comme un outil des élites pour masquer leur véritable projet de domination mondiale. Il introduit la figure d'un prophète de cette démocratie, une personne ou un groupe qui aurait prédit ou guidé ce mouvement. Virion suggère que la démocratie universelle n'est pas réellement destinée à offrir le pouvoir au peuple, mais qu'elle est un mécanisme de contrôle global. Cette vision de la démocratie est perçue comme un pas vers l'uniformisation des systèmes politiques à l'échelle mondiale, facilitant ainsi la mise en place d'un gouvernement centralisé, contrôlé par des forces occultes. Maçonnerie universelle et palladisme, page 41. Virion explore ici la relation entre la franc-maçonnerie universelle et le palladisme, une forme de culte occulte liée à des pratiques ésotériques. Il voit dans la franc-maçonnerie une organisation internationale ayant pour but de préparer le terrain pour un gouvernement mondial. Le palladisme, selon lui, est une branche plus secrète et plus élitiste de cette organisation, impliquant des rituels occultes destinés à instaurer une hiérarchie spirituelle au sommet de la structure mondiale.
Virion soutient que ces pratiques visent à manipuler les élites politiques et religieuses en vue de l'avènement d'un nouvel ordre mondial. La synarchie en Europe, Saint-Yves d'Alvedre. Cette section est dédiée à la synarchie, un concept central dans l'idéologie mondialiste selon Virion. La synarchie, prônée par Saint-Yves d'Alvedre, est un système de gouvernement secret où une élite occulte contrôle les rouages du pouvoir tout en laissant une façade démocratique pour la population. Alors, petite parenthèse, vous savez, la synarchie, je vous en ai souvent parlé, notamment en lisant des extraits d'Henri Coston. Et la synarchie, je dis toujours, c'est la révolution par le haut, et non pas la révolution par le bas, qui est l'anarchie, schématiquement. Fin de la parenthèse. Donc Virion décrit comment ce système s'est développé à travers les cercles intellectuels et spirituels européens, préparant le terrain pour un gouvernement mondial invisible, mais omniprésent. Rose-Croix et martiniste. Virion approfondit ici le rôle des Rose-Croix et des martinistes, deux courants ésotériques influents dans la genèse du projet mondialiste. Ces groupes, qui combinent mysticisme et politique, ont selon lui contribué à la diffusion de l'idée de gouvernement mondial en Europe. Les Rose-Croix, tout comme les martinistes, ont joué un rôle crucial dans l'élaboration d'une idéologie universaliste visant à unifier non seulement les nations, mais aussi les religions et les cultures sous une seule autorité spirituelle et politique. Leur influence s'est faite sentir dans les cercles intellectuels et politiques, préparant les esprits à accepter un nouvel ordre mondial. Saint-Yves d'Alvedre. Cette section se concentre spécifiquement sur Saint-Yves, une figure clé dans la théorisation de la synarchie. Saint-Yves, selon Virion, a conçu un système de gouvernance occulte où une élite spirituelle et intellectuelle dirige l'humanité dans l'ombre. Son influence s'étend au-delà des cercles ésotériques, touchant les sphères politiques et sociales. Virion voit en lui l'un des principaux architectes idéologiques du projet mondialiste. Il examine ses œuvres et ses idées en soulignant leur impact durable sur les courants synarchiques et mondialistes de son époque et des générations suivantes. Le différend de 1893-94, le gaullisme avant la lettre. Virion analyse ici un différend historique entre deux visions politiques survenues entre 1893 et 1894. Il voit dans ce conflit les prémices de ce qu'il appelle un gaullisme avant la lettre, en référence à une forme de résistance contre le mondialisme. Cette section présente un débat entre ceux qui défendaient la souveraineté nationale et ceux qui promouvaient une forme d'unification supranationale. Virion interprète cet événement comme un avant-goût de la lutte qui perdurera au XXe siècle, notamment avec le mouvement gaulliste, qui prône l'indépendance nationale contre les tentatives d'instaurer un ordre mondial supranational. Conclusion, donc, cette première partie de l'ouvrage de Pierre Virion explore en profondeur les racines idéologiques, spirituelles et politiques du projet de gouvernement mondial. L'auteur montre comment des groupes occultes comme la franc-maçonnerie, les Rose-Croix et les martinistes ont joué un rôle central dans l'élaboration d'un système synarchique visant à contrôler l'humanité dans l'ombre. Il met en lumière des figures importantes comme Saint-Yves d'Alvedre, tout en critiquant l'idée d'une démocratie universelle qui, selon lui, ne sert qu'à masquer les véritables ambitions des élites mondiales. À présent, résumé du chapitre 2, l'ère synarchique commence. Chapitre 2, l'ère synarchique commence. Ce chapitre explore l'idée que l'ère synarchique, caractérisée par le contrôle d'une élite secrète sur les affaires mondiales, a déjà commencé au début du XXe siècle. Pierre Virion affirme que la synarchie, qui prône une gouvernance mondiale invisible dirigée par des élites occultes, a infiltré les institutions politiques et économiques bien avant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur suggère que cette gouvernance secrète agit à travers des réseaux d'influence, cherchant à établir un nouvel ordre mondial basé sur la hiérarchie synarchique. Le mouvement synarchique. Dans cette sous-partie, Virion examine les origines et l'évolution du mouvement synarchique. Ce mouvement, issu des idées de Saint-Yves d'Alvedre, vise à créer un gouvernement mondial dirigé par une élite éclairée qui régulerait les affaires politiques, économiques et spirituelles. Le mouvement synarchique s'appuie sur des réseaux internationaux, notamment la franc-maçonnerie, pour diffuser ses idées et infiltrer des organisations et gouvernements à travers l'Europe. Virion insiste sur le fait que le mouvement synarchique a progressivement gagné en influence dans les milieux intellectuels et politiques, surtout pendant les périodes de crise.
Il note que les idéaux de la synarchie se sont souvent présentés comme une solution aux désordres sociaux et économiques, ce qui les rendait attrayants pour certains dirigeants à la recherche de stabilité. Ça nous rappelle des choses, ça. Problème, solution. Le pacte synarchique. Le pacte synarchique est un document central dans la doctrine de la synarchie. Dans cette sous-partie, Virion décrit comment ce pacte représente une sorte de constitution pour un gouvernement mondial secret. Le pacte synarchique établit un plan détaillé pour infiltrer et prendre le contrôle des institutions nationales et internationales. Ce document stratégique définit comment les élites synarchiques doivent agir dans l'ombre pour diriger les affaires mondiales, tout en laissant les gouvernements visibles opérer en façade. Virion dénonce ce pacte comme étant une menace pour la souveraineté des nations, car il prône la soumission de tous les gouvernements à une élite invisible. Il voit ce pacte comme une véritable déclaration de guerre contre l'indépendance des États et la démocratie, un plan structuré pour détruire les bases du pouvoir démocratique et les remplacer par une technocratie centralisée. L'étendard noir-blanc, la guerre de 1940. Cette sous-partie analyse l'impact de la synarchie et de ses idéaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Virion affirme que la synarchie a joué un rôle clé dans les événements qui ont conduit à la guerre de 40, et plus particulièrement dans la défaite de la France face à l'Allemagne nazie. L'étendard noir et blanc symbolise pour Virion la lutte entre deux forces occultes. D'un côté, les forces synarchiques cherchant à imposer un nouvel ordre mondial, et de l'autre, les forces nationalistes cherchant à préserver la souveraineté des États. Virion soutient que la guerre de 1940 n'était pas seulement un conflit entre nations, mais aussi un combat entre deux visions du monde. La synarchie, selon lui, a profité de la guerre pour faire avancer son agenda mondialiste en affaiblissant les nations et en jetant les bases d'un nouvel ordre international basé sur le contrôle des élites. La défaite rapide de la France serait, dans cette perspective, le résultat de trahisons internes orchestrées par des sympathisants synarchiques dans les sphères politiques et militaires. Conclusion. Le chapitre 2 approfondit l'idée que l'ère synarchique est bien entamée et qu'elle a commencé à prendre racine bien avant la Seconde Guerre mondiale. Virion explore l'infiltration des élites synarchiques dans les institutions politiques et économiques, ainsi que leur rôle dans les grands événements de la première moitié du XXe siècle. Il met en lumière le pacte synarchique, une stratégie pour contrôler le monde de manière discrète mais efficace, et souligne comment la Seconde Guerre mondiale, notamment la défaite de la France en 1940, a servi les ambitions de ces forces occultes. Résumé du chapitre 3, l'aube du gouvernement mondial. Dans ce chapitre, Pierre Virion affirme que le projet d'instaurer un gouvernement mondial a commencé à se concrétiser au cours du XXe siècle, avec la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences. L'auteur perçoit cette époque comme marquant le début d'une nouvelle ère, où la gouvernance mondiale est mise en place par des forces politiques et économiques internationales, sous couvert d'organisations comme l'ONU. Il met en lumière les stratégies employées pour transformer l'ordre mondial et les alliances qui se sont formées dans ce but. Une lettre du président Roosevelt à Staline. Virion analyse une correspondance entre le président américain Franklin D. Roosevelt et Joseph Staline, le leader de l'Union soviétique. Selon lui, cette lettre symbolise une forme de collusion entre l'Est et l'Ouest pour avancer le projet mondialiste. Il interprète cet échange comme une preuve de la coopération secrète entre les États-Unis et l'URSS, visant à diviser le monde en sphères d'influence tout en préparant une forme de gouvernance globale. Virion y voit une tentative de conciliation entre le capitalisme et le communisme pour établir un ordre mondial unique. Alors, petite parenthèse ici, est-ce qu'on ne pourrait pas voir la même chose se dessiner en 2024 ? C'est-à-dire, examinons quels sont officiellement les rapports entre le pays de Poutine, qui n'est plus communiste soviétique, et les relations avec l'Europe et les États-Unis, l'Occident, on va dire. Officiellement, on voit des déclarations comme nos missiles pourront atteindre Strasbourg en 3 minutes et 20 secondes, suite au fait que les Européens ont accepté les missiles longue portée de l'Ukraine vers la Russie. Bon, mais ça fait combien de temps que ça dure ce schmilblick ? Alors bien sûr, on n'espère pas que ça dégénère, mais tant qu'il y a cette guerre et cette peur qui est mise en avant pour tous les peuples
d'Europe et d'ailleurs, menaçant toujours une guerre mondiale, ça permet entre-temps de faire avancer certaines choses qui sont peut-être moins visibles et de dessiner peut-être les régions d'un gouvernement mondial, des sortes de blocs. Et puis ça permet aussi à des gens de gagner de l'argent entre-temps. Vous voyez ? Fin de la parenthèse. Transformation possible de l'ONU, page 81. Virian consacre cette partie à une critique de l'Organisation des Nations Unies, ONU, qu'il voit comme un instrument utilisé pour préparer la gouvernance mondiale. Il explique que l'ONU, sous ses objectifs déclarés de paix et de coopération internationale, cache en réalité une transformation en cours. Cette transformation viserait à centraliser le pouvoir mondial sous une forme de gouvernement universel dirigé par des élites technocratiques. L'auteur avertit que l'ONU pourrait évoluer en une structure de contrôle supranational capable de supprimer les souverainetés nationales au profit d'une autorité centrale. Un congrès à Versailles. Virion décrit un congrès qui a eu lieu à Versailles en le présentant comme un événement clé dans l'avancement de l'agenda mondialiste. Ce congrès, selon l'auteur, regroupait des dirigeants politiques, économiques et intellectuels ayant pour but de renforcer les liens entre les nations en vue de préparer la mise en place d'un gouvernement mondial. Il critique la nature de ces rassemblements, les présentant comme des réunions secrètes où des décisions cruciales pour l'avenir du monde sont prises sans le consentement des populations. Fait penser un petit peu aussi à Bilderberg et compagnie, petite parenthèse. La collision New York-Moscou. Dans cette sous-partie, Virion approfondit l'idée d'une collision entre les puissances de l'Est et de l'Ouest, en particulier entre les élites économiques de New York et les dirigeants communistes de Moscou. Il estime que cette alliance secrète est le reflet d'un intérêt commun pour instaurer un nouvel ordre mondial dans lequel le capitalisme et le socialisme coopéreraient pour soumettre les nations sous une autorité mondiale unique. Il accuse des forces puissantes aux États-Unis, en lien avec des cercles communistes, de soutenir cette ambition, en coulisses bien sûr. Socialisme totalitaire et universel. Virion aborde ici la question du socialisme, qu'il présente comme un élément clé du projet de gouvernement mondial. Selon lui, le socialisme, dans sa forme totalitaire, est utilisé comme un outil pour uniformiser les sociétés et les cultures afin de faciliter le contrôle mondial. Il dénonce un socialisme universel qui ne serait pas réellement au service des peuples, mais plutôt un moyen pour les élites de centraliser le pouvoir en abolissant les frontières nationales et les libertés individuelles. Liberté individuelle, ça nous fait penser à l'état de la Chine actuellement. Terreur et violence. Dans cette section, Virion affirme que la terreur et la violence sont des instruments utilisés par les promoteurs de la gouvernance mondiale pour parvenir à leur fin. Il explique que la manipulation de la peur, la guerre et les révolutions sont des moyens pour affaiblir les nations et les rendre plus facilement contrôlables. Virion présente ces stratégies comme des tactiques de déstabilisation délibérées pour détruire l'ordre établi et préparer la voie à un nouveau système mondial fondé sur l'autorité centralisée des élites. Aspect de la synarchie aux États-Unis. Dans cette sous-partie, Virion examine l'influence de la synarchie aux États-Unis. Il y voit une infiltration de la société américaine par des élites occultes cherchant à faire avancer le projet de gouvernement mondial. Selon lui, cette influence est particulièrement visible dans les sphères politiques, économiques et académiques. Les institutions américaines auraient été pénétrées par ces élites synarchiques qui travaillent à établir une domination invisible tout en promouvant les idéaux de liberté et de démocratie comme façade. Petite parenthèse, on voit un petit peu ça dans le film Brotherhood of the Bell, la fraternité ou la mort, dans lequel ce membre de la cloche doit infiltrer, doit convaincre un universitaire, et si cet universitaire n'est pas d'accord, on se rend compte qu'il est tué. Fin de la parenthèse. Les fondations Rockefeller, Ford et Carnegie. Virion critique ici l'influence des grandes fondations américaines, notamment celle des familles Rockefeller, Ford et Carnegie. Il les accuse d'utiliser leur pouvoir financier pour promouvoir un agenda mondialiste. Ces fondations, selon l'auteur, jouent un rôle crucial dans la diffusion des idéaux mondialistes à travers le financement de programmes éducatifs, politiques et sociaux visant à uniformiser les sociétés et à promouvoir une gouvernance mondiale.
Virion les considère comme des outils de l'élite pour influencer la politique internationale en faveur d'un nouvel ordre mondial. Le Conseil des Relations étrangères, Council on Foreign Relations, CFR. Virion s'intéresse ensuite au Council on Foreign Relations, une organisation influente aux États-Unis qui l'accuse de travailler à la mise en place d'un gouvernement mondial. Le CFR, selon lui, est un groupe de réflexion puissant, infiltré par des élites synarchiques qui orientent la politique étrangère américaine dans le sens des intérêts mondialistes. Virion voit dans le CFR un instrument de contrôle utilisé pour influencer les décisions politiques américaines en faveur de l'intégration mondiale et de la domination des élites financières. Alors, petite parenthèse, Myron Fagan parlait aussi du CFR. Qui d'autre? On avait Aaron Russo qui avait été approché par un Rockefeller, là. Nelson Rockefeller, pour faire partie du CFR. On a aussi l'ancien président de la société Stratfor, c'est George Friedman, je crois, qui faisait partie du CFR de Chicago. Voilà pour les petites anecdotes. Fin de la parenthèse. La Central Intelligence Agency, CIA. Virion continue en se concentrant sur la CIA, qui l'accuse de servir les intérêts des élites mondialistes. Il voit dans cette agence de renseignement une institution qui, sous le prétexte de protéger la sécurité nationale, travaille en réalité à promouvoir l'agenda synarchique. Selon Virion, la CIA est impliquée dans des opérations secrètes à l'échelle mondiale visant à déstabiliser les gouvernements et à préparer le terrain pour une gouvernance mondiale. Vous voyez, vu comme ça, c'est pas très compliqué. Les conciles secrets. Cette section traite des conciles secrets, des réunions privées entre les élites mondialistes. Virion les présente comme des instances où les décisions les plus importantes pour l'avenir du monde sont prises. Il décrit ces réunions comme étant totalement opaques pour le public, mais cruciales pour la mise en place du gouvernement mondial. Ces conciles, selon lui, réunissent les dirigeants politiques, financiers et intellectuels qui œuvrent ensemble pour avancer le projet mondialiste. Les Bilderbergers. Virion examine le groupe Bilderberg. Alors ça c'était en 65, il est en avance quand même. Fin de la parenthèse. Une organisation de dirigeants influents qui se réunit chaque année pour discuter de questions mondiales. Il voit cette organisation comme un élément clé du réseau synarchique mondial. Le groupe Bilderberg, selon Virion, est un lieu où des plans sont échafaudés pour avancer l'agenda de gouvernance mondiale. Il critique le manque de transparence de ces réunions et les considère comme un espace où les élites élaborent des stratégies pour contrôler les affaires mondiales en dehors du cadre démocratique. Une super-église. Virion termine en exposant l'idée d'une super-église, une organisation religieuse globale qui, selon lui, sera un pilier central du futur gouvernement mondial. Il explique que cette super-église serait un mélange de toutes les religions, unifiées sous une autorité spirituelle unique, qui aurait pour but de soumettre toutes les croyances à une forme de contrôle spirituel mondial. Virion voit cela comme une menace pour l'Église catholique et pour les libertés religieuses, car cette super-église chercherait à abolir les dogmes et à uniformiser les pratiques religieuses. Conclusion. Donc dans ce chapitre, Virion explore en détail les alliances, les institutions et les forces économiques qu'il considère comme moteurs du projet mondialiste. Il critique des figures et des organisations influentes, telles que Roosevelt, l'ONU, la CIA, les fondations philanthropiques, le CFR, qu'il accuse de conspirer pour instaurer une gouvernance mondiale. Le chapitre se termine sur une vision apocalyptique d'une super-église mondiale, symbole de l'uniformisation religieuse sous un contrôle synarchique. Résumé à présent du chapitre 4, le monde, l'Europe, la Russie, la Chine. Les divisions du monde sous l'autorité d'un gouvernement mondial. Cette section traite des divisions géopolitiques actuelles et de la manière dont elles sont structurées pour favoriser l'instauration d'un gouvernement mondial. L'auteur montre comment les frontières politiques sont redéfinies dans un contexte de mondialisation. Il met en avant l'idée que la souveraineté des nations est progressivement érodée au profit d'une autorité globale qui organise le monde en blocs régionaux subordonnés à une structure centrale. Point de vue outre-Atlantique. Virion examine ici la perspective américaine sur la question du gouvernement mondial. Il met en lumière le rôle des États-Unis en tant qu'acteur clé dans la mise en place d'un ordre mondial basé sur des principes économiques libéraux, mais aussi sur une forme de contrôle supranational.
L'auteur discute de l'influence des grandes puissances économiques et politiques américaines, notamment par le biais d'organisations comme l'ONU, pour faire avancer l'agenda mondialiste. Le pacte synarchique. Cette partie approfondit la notion de pacte synarchique, un accord secret supposé entre des élites internationales visant à contrôler discrètement les affaires du monde. Le pacte synarchique est présenté comme un document fondateur pour un gouvernement mondial qui attribue des rôles spécifiques aux élites économiques, politiques et religieuses pour organiser un pouvoir global derrière les structures visibles des gouvernements nationaux. Virion critique ce système comme une tentative de manipuler les nations au profit d'un petit groupe d'élites. L'Europe. L'Europe est examinée dans le contexte de la gouvernance mondiale. Virion évoque l'intégration européenne comme un exemple de la manière dont les élites cherchent à centraliser le pouvoir politique et économique sous un gouvernement supranational. Il suggère que l'Union européenne est une étape vers un gouvernement mondial visant à diluer les souverainetés nationales et à subordonner les États et à des instances internationales qui opèrent au-delà du contrôle démocratique. Le fédéralisme de Saint-Yves d'Alvedre. Saint-Yves est l'une des figures les plus importantes dans la conception de la synarchie, un système où une élite éclairée dirige secrètement les affaires mondiales. Virion explore ses idées sur le fédéralisme, un modèle de gouvernance qui cherche à unifier les nations sous une seule autorité mondiale, tout en maintenant une apparence d'autonomie nationale. Ce fédéralisme, selon Virion, est un outil clé pour la mise en place d'un gouvernement mondial. Le pacte synarchique et le fédéralisme. Dans cette section, l'auteur relie le pacte synarchique aux idéaux du fédéralisme. Le fédéralisme est présenté comme une méthode pour centraliser le pouvoir au niveau mondial, en démantelant progressivement les institutions nationales au profit de structures supranationales. Virion critique cette approche, affirmant qu'elle cache les véritables ambitions de domination globale des élites synarchiques qui utilisent le discours de l'unité pour affaiblir les nations. Petite parenthèse, effectivement, c'est évident, aujourd'hui, en 2024, quelle décision peut prendre la France sur sa monnaie, sur son économie, sur d'autres choses, sans avoir des contre-indications de l'Europe. Par exemple, je crois qu'on paye une amende de 200 ou 250 millions d'euros chaque année à cause de notre dette qui est trop élevée. Mais trop élevée, la faute à qui? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On le sait, c'est évident. Fin de la parenthèse. Difficulté. Virion explore les obstacles rencontrés dans la mise en place du projet mondialiste. Les résistances viennent principalement des nations qui s'accrochent à leur souveraineté, des mouvements politiques nationalistes et des institutions religieuses qui rejettent l'idée d'une centralisation du pouvoir mondial. L'auteur discute également des tensions entre différentes visions de la gouvernance mondiale et des conflits d'intérêts entre les puissances globales. États-Unis d'Europe et fédéralisme européen. L'auteur développe ici l'idée des États-Unis d'Europe, une union politique et économique qui servirait de modèle pour un gouvernement mondial. Virion explique que ce fédéralisme européen n'est pas simplement un projet régional, mais fait partie d'une stratégie plus large pour centraliser le pouvoir en Europe avant d'étendre ce modèle à d'autres régions du monde. Il critique cette unification comme étant une étape vers la perte de souveraineté des nations européennes. Pan-Eurafrique ou États-Unis d'Europe. Cette section traite de deux visions concurrentes pour l'avenir géopolitique de l'Europe et de l'Afrique. Le concept de Pan-Eurafrique propose une coopération entre l'Europe et l'Afrique, tandis que le projet des États-Unis d'Europe se concentre sur une union interne au continent européen. Virion discute de ces deux options en tant que stratégie possible pour avancer l'agenda mondialiste et il souligne les enjeux et les risques de chacune de ces visions. Alors, petite parenthèse, on dirait que c'est le choix de la Pan-Eurafrique qui a prémuni, quand même avec le regroupement familial poussé par surtout le groupe Bouygues dans les années 60. Et jusqu'à aujourd'hui où le président allemand... Alors, on a un paradoxe, parce que la surface, c'est que... Oulala, il y a eu un attentat, là. Il y a eu 3 morts. On va fermer les frontières. On est très très sévère. Mais d'un autre côté, ce même chancelier allemand, Olaf Scholz, il a signé avec le Kenya récemment un accord pour faire rentrer 1 million de Kenyans sur
je sais pas, quelques années. 1 million, hein. Enfin, sans un référendum, sans requérir l'avis de la population. De la même manière qu'ils ont accueilli 1,8 million d'Ukrainiens. Vous imaginez, ça correspond à chaque fois à une ville grande comme, je sais pas, Francfort ou Hambourg, sans demander l'avis à la population. Et donc il a signé un accord pour avoir des travailleurs qualifiés kényans, des ingénieurs, et pour qu'ils retournent chez eux une fois le travail accompli, etc. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont tous rentrer chez eux? Non. Et je sais pas, on n'aurait pas pu en Allemagne continuer à former des ingénieurs avant que tous les anciens ingénieurs, que ce soit Mercedes-Benz, etc., partent à la retraite. Enfin, on n'aurait pas pu... Vous n'allez pas me dire que les Allemands veulent pas être ingénieurs. Et puis, on sait qu'ils ont un solde de naissance négatif, je crois. Enfin, il y a plus de gens qui meurent que de... En gros, c'est une population vieillissante. Mais ça, ils pourraient pas encourager, par exemple, les Allemands à faire des enfants entre eux, non? Je sais pas. Bizarre, cette gestion des choses. Fin de la parenthèse. La crise. Virion aborde ici l'utilisation des crises économiques, politiques et sociales comme catalyseurs pour accélérer l'instauration d'un gouvernement mondial. Il explique que les élites utilisent les périodes de crise pour imposer des réformes qui ne seraient pas acceptées en temps normal. Ces réformes, souvent sous couvert de solutions économiques, visent à centraliser le pouvoir et à affaiblir les institutions nationales. L'autodétermination. Dans cette sous-partie, Virion critique l'idée d'autodétermination des peuples, souvent invoquée dans les discussions sur les droits humains et les relations internationales. Il soutient que, bien que ce concept semble promouvoir la liberté, il est souvent utilisé pour légitimer des interventions extérieures, imposer des solutions conformes aux intérêts des élites mondialistes. L'autodétermination, dans ce cadre, devient un prétexte pour redéfinir les frontières et les régimes politiques selon les besoins du projet mondialiste. L'anticolonialisme. L'anticolonialisme est discuté comme une autre dimension de la stratégie mondiale. Virion souligne que bien que le démantèlement des empires coloniaux ait été présenté comme une victoire pour les peuples, il a en fait été orchestré pour permettre aux élites mondialistes de redessiner les régions libérées selon des critères géopolitiques favorables à leur agenda. L'anticolonialisme devient ainsi un outil pour restructurer le monde d'une manière plus propice au contrôle global. Le rideau de fer. Virion aborde le rideau de fer, une métaphore de la division de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Il soutient que cette séparation, tout en semblant présenter une lutte idéologique entre le communisme et le capitalisme, était en réalité une partie du plan des élites mondialistes pour remodeler l'Europe et préparer une future unification sous une gouvernance mondiale. Au temps de la Sainte Alliance. Cette section revient sur la Sainte Alliance, une coalition entre les monarchies européennes au début du XIXe siècle pour maintenir l'ordre après les guerres napoléoniennes. Virion trace des parallèles entre cette alliance et les efforts contemporains pour instaurer un ordre mondial. Il soutient que la Sainte Alliance était une première tentative de centraliser le pouvoir en Europe, bien qu'elle ait finalement échoué. Tableau de province du rideau de fer. Virion offre ici une analyse des différents pays situés des deux côtés du rideau de fer. Il examine la manière dont ces régions sont influencées par les forces mondialistes et comment elles sont utilisées dans la stratégie globale pour affaiblir les nations indépendantes. Cette section fournit une perspective géopolitique sur les efforts pour contrôler les territoires divisés. La Révolution de 1917. Virion analyse la Révolution russe de 1917 comme un événement clé dans la progression de l'agenda mondialiste. Il soutient que cette révolution a été soutenue en secret par des élites occidentales cherchant à détruire l'ordre monarchique et à introduire une nouvelle forme de gouvernement, le communisme, qui servirait leurs intérêts à long terme. Cette révolution, selon lui, marque une étape dans la centralisation du pouvoir sous une idéologie totalitaire. Yalta. Cette sous-partie se concentre sur la conférence de Yalta en 1945, où les dirigeants des puissances alliées ont redéfini les frontières de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Virion critique ces accords, qu'il voit comme un exemple de collusion entre les élites mondiales pour restructurer l'Europe et préparer le terrain pour une gouvernance mondiale. Il y voit également la mise en place des conditions pour la guerre froide, utilisées comme prétexte pour avancer l'agenda mondialiste.
Et maintenant, Virion se demande ici quelles sont les étapes suivantes du projet mondialiste après la guerre froide. Il explore les développements récents dans les relations internationales et les conflits mondiaux, cherchant à savoir comment ces événements contribuent à l'avancement du gouvernement mondial. Il appelle à une vigilance accrue face aux efforts continus des élites pour consolider leur contrôle sur le monde. Alors, petite parenthèse, je ne sais pas s'il avait deviné que ça passerait, qu'après la guerre froide, il y aurait le terrorisme mondial pour consolider leur contrôle. Fin de la parenthèse. La Chine. La dernière sous-partie du chapitre traite du rôle de la Chine dans l'avancée de la gouvernance mondiale. Virion décrit la Chine non pas comme un acteur indépendant, mais comme un partenaire dans le projet synarchique mondialiste. Il analyse les liens entre les élites occidentales et chinoises, soulignant que la montée en puissance de la Chine est en fait utilisée pour promouvoir un modèle de contrôle totalitaire qui pourrait être adopté à l'échelle mondiale. Conclusion générale. Ce chapitre 4 traite des efforts géopolitiques et idéologiques pour instaurer un gouvernement mondial en passant par des crises, des révolutions et des alliances stratégiques. Virion critique les actions des élites qu'il accuse de manipuler les événements mondiaux pour centraliser le pouvoir et imposer une gouvernance mondiale sur les nations. Il aborde également des acteurs clés comme les États-Unis, l'Europe et la Chine, tout en reliant ces stratégies à des concepts comme le fédéralisme, l'autodétermination et l'anticolonialisme. Je vous propose d'arrêter ici cette lecture de ma fiche de lecture. Pour vous dire, on est à peu près à la moitié, hein. Il y a encore une autre moitié à lire, donc notamment le résumé du chapitre 5, le général de Gaulle. La deuxième partie, une super église, universelle église et église nationale, et tous les autres chapitres. J'espère que vous aurez appris des choses, et je vais essayer de vous mettre aussi le lien du livre, bien évidemment, de Pierre Virion. Et je vous dis à très bientôt pour un autre résumé d'un autre ouvrage de Pierre Virion.